D'accord, donc bonjour à tous, merci d'être là, je suis très émue de vous voir tous ici. Je suis heureuse de vous présenter mes travaux de thèse sur l'histoire de la pêche des éponges en Méditerranée et son adaptation récente au changement régional. Cette thèse a été financée par le LabEx OTMed, l'INE et Biodivmex, et elle a été dirigée par Thierry Pérez, qui est spécialiste des éponges, et M. Daniel Faget, historien des pêches. Je vais donc vous parler d'éponges, vous l'aurez compris, et en particulier d'éponges de bain, qui ne sont qu'une vingtaine d'espèces dans le monde, parmi les plus de 8500 espèces d'éponges identifiées. Les éponges sont des animaux qui vivent, des animaux aquatiques et pour la majorité des animaux marins qui vivent fixés au fond. Et ce sont des animaux qui filtrent l'eau, comme vous voyez ici dans le schéma du milieu, à travers tout un réseau de canaux et retiennent les particules organiques pour se nourrir. Leur structure tridimensionnelle est constituée d'un squelette de spicules qui sont des petits éléments durs et ou de fibres de spongine. Dans le cas des éponges de bain, il s'agit uniquement de fibres de spongine. Une fois les éponges pêchées, elles sont débarrassées de leurs parties organiques et d'éventuels débris et il reste donc ce squelette de spongine qu'on utilise. Les éponges sont connues depuis très longtemps. Déjà, Homère en parlait à la fin du 8e siècle avant notre ère dans l'Iliade et parlait de l'utilisation des éponges. Aristote, ensuite, au IVe siècle, va jusqu'à décrire 3 catégories d'éponges selon la nature de des fibres et la qualité des fibres. Et ensuite, Oppien, au second siècle, va aussi également décrire les techniques de pêche, en tout cas la pêche et le dur métier de pêcheur d'éponges. Cette carte représente en rouge les lieux de pêche c'est une carte publiée par Arndt en 1937. Donc vous voyez que la pêche aux éponges ne s'effectuait pas uniquement en Méditerranée, mais à différents endroits. Actuellement, les endroits sont plus restreints, mais il y a encore de la pêche en Floride, à Cuba, etc. En Méditerranée, il y a 5 à 6 espèces qui sont pêchées. Les 3 principales sont Hippospongia communis, l'éponge commune, Spongia officinalis qui est l'éponge fine et Spongia lamella qui est l'oreille d'éléphant. Alors, pourquoi étudier la pêche des éponges ? Il s'agit en fait d'une des multiples pêches au petit métier qui font le cœur de la pêcherie méditerranéenne. Plus de 80% des bateaux de pêche en Méditerranée sont enregistrés dans cette catégorie. C'est une pêche qui est menacée par des changements environnementaux et des pressions anthropiques. Aussi bien la ressource que les personnes qui en dépendent sont menacées par ces changements environnementaux. Il y a, en ce qui concerne la pêche des éponges, la production d'éponges, il y a une chute, comme vous pouvez voir ici sur ce graphique, une chute de la production importante depuis la Seconde Guerre mondiale dans divers pays de la Méditerranée. Pourtant, cette pêcherie a été très importante par le passé et a donc laissé une documentation abondante en ce qui concerne son commerce. Alors, en regardant ces graphiques qui ont été publiés donc ici par Vulciadou et collaborateurs en 2011 et Pérez et Vasselin en 2014, concernant la Tunisie, on voit cette chute de production. On peut se poser un certain nombre de questions. Quelles sont les raisons de cette chute ? Est-ce qu'il s'agit d'une diminution de la ressource ou s'agit-il d'une diminution du nombre de pêcheurs ? Quelle a été la variation de production avant la Seconde Guerre mondiale, puisque ces graphiques concernent que la partie après-guerre ? Est-ce que tous les pays ont évolué de la même manière ? Quels changements ont pu subir les populations d'éponges de bain par le passé? Comment est-ce que les pêcheurs d'éponges se sont adaptés aux bouleversements qu'ils ont vécus? Et quelle est la situation actuelle et l'avenir de cette pêcherie? Donc, pour répondre à ces questions, il a fallu aller chercher de l'information et de la donnée, que je suis allée chercher dans diverses sources
Donc pas mal d'archives, beaucoup d'archives même, de littérature grise, d'articles, de livres, mais également des entretiens avec les pêcheurs, aussi bien en Grèce qu'en Tunisie, et des observations de terrain. Par contre, ces données, en particulier des archives, sont souvent des données partielles et hétérogènes et d'une fiabilité variable. Il a donc fallu mettre en place une base de données relationnelle qui permettent de croiser, de regrouper la donnée et de la travailler. Dans cette base, j'ai rentré les données de type production, prix de vente, un nombre d'embarcations, localisation des éponges, données sociologiques et contexte historique, pour pouvoir à la suite sortir des graphiques de production, par exemple le nombre de bateaux, des cartes de répartition d'espèces et avoir une bonne idée du contexte socio-économique. Parallèlement, des données environnementales et anthropiques ont été regroupées dans un SIG afin d'améliorer justement cette connaissance du contexte environnemental et de ses changements. Pour vous donner une idée, ça représente 2900 enregistrements de mouvements, c'est-à-dire de production, d'exportation, d'importation d'éponges, 1500 enregistrements concernant le nombre d'embarcations, 580 événements en relation avec la pêche et 690 références. Il faut dire que la grosse partie de mon travail de thèse a été ça, c'était récolter la donnée et la mettre dans la base de données et la travailler. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant qu'on connaît les éponges, comment est-ce qu'on les pêche ? Il y a différentes manières de pêcher, différentes techniques qui ont été utilisées dans le temps. Donc une des plus simples est la pêche à pied. Le pêcheur va s'immerger jusqu'à hauteur des épaules et va sentir les éponges avec les pieds et les arracher ensuite avec la main. C'est une technique qui n'est faisable que dans les endroits où les éponges sont peu profondes et où il y a de la marée. Donc ça concerne uniquement la Tunisie et encore certaines régions de la Tunisie. C'est une ancienne technique qui est encore actuellement utilisée. Et, par contre, elle ne permet évidemment de pêcher des éponges que à quelques dizaines à 1 mètre, 1,50 m, pas plus. La seconde technique est la technique du kamaki, qui se pratique à partir d'une embarcation avec un trident où on va aller arracher l'éponge du fond, comme vous voyez sur ces images. Cette technique est ancienne également. Elle permet d'atteindre des éponges jusqu'à une quinzaine de mètres de profondeur. Et elle a été améliorée courant du 19e par l'utilisation du yali ou de la lunette de Kalfa, qui permet de voir les éponges au fond, de mieux les identifier afin de les arracher. Auparavant, on utilisait, comme par exemple ici sur cette photo, probablement de l'huile qu'on versait à la surface de la mer pour pouvoir mieux voir la profondeur. Cette technique est encore utilisée, beaucoup utilisée d'ailleurs aux îles Kerkena en Tunisie. La plongée en apnée, elle aussi est une technique très ancienne dans certaines communautés, en particulier les communautés des sporades du Sud et en Syrie anciennement. C'était une technique où on plonge en apnée et où il pouvait descendre jusqu'à une quarantaine de mètres, pêcher des éponges. Elle a été améliorée courant du 19e par l'utilisation d'une pierre à plonger, une pierre plate percée, attachée à une corde, reliée à l'embarcation et qui a permis aux pêcheurs de descendre soit un peu plus profondément, soit plus rapidement au fond, et donc d'y passer finalement d'être plus efficace, d'augmenter la rentabilité. L'apnée est encore un petit peu utilisée aujourd'hui en Tunisie, mais sans la pierre. C'est de l'apnée classique comme on connaît. Les techniques utilisant l'air comprimé. Alors, la première qui a été utilisée dans le monde des éponges date du milieu du 19e, 1860, c'est le scaphandre. Le scaphandre pied lourd, ensuite a subi un certain nombre de transformations. Cette technique permet de descendre jusqu'à une soixantaine de mètres. Et disons qu'elle est actuellement utilisée sous forme du narguilé. Donc c'est aussi également une technique qui utilise l'air comprimé et du scaphandre autonome. Donc c'est une transformation. La gangave, qui est un engin de traîne, qui a été adapté pour récolter des éponges sur des fonds plats. C'est la technique qui permet d'aller le plus profondément pour récolter les éponges à plus de 100 mètres.
Par contre, il faut un fond plat pour pouvoir... elle a commencé à être utilisée dans le monde des éponges au milieu du 19e et elle a été progressivement interdite courant du 20e parce qu'elle n'a été connue comme abîmant les fonds. Et donc, progressivement, les États ont arrêté cette technique. Si l'on superpose toutes ces techniques, on voit très nettement qu'il y a un effort d'amélioration des techniques et ou d'arrivée de nouvelles techniques au milieu du 19e siècle. Ceci est une réponse très claire à l'augmentation de la demande en éponge qu'il y a eu des pays européens, des pays industrialisés. Alors, à quoi sert l'éponge? L'éponge est utilisée depuis très longtemps et anciennement utilisée encore maintenant en médecine, en pharmacie, en chirurgie, pour l'entretien des maisons ou d'autres entretiens. Mais courant du 19e, il y a une demande très importante de la civilisation hippomobile et de l'industrie qui a besoin d'éponges. Et donc, il va faire une forme d'appel. Et si l'on regarde à cette époque-là, début du 19e, ce qui se passe en Méditerranée, cette carte est un petit peu compliquée, donc on va y passer un petit moment. Commençons par la Tunisie. Les communautés de pêcheurs d'éponges de Tunisie sont des communautés qui pêchent localement, qui ne se déplacent pas. Donc celles-là restent autour de la Tunisie. Par contre, vous voyez ici, j'ai trouvé, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ici, vous avez la communauté des Sporades du Sud et ce qu'on va appeler la communauté grecque. La communauté des Sporades du Sud, il s'agit de Grecs, mais qui sont sous l'Empire ottoman, puis ensuite ils seront italiens. Donc, ces pêcheurs des Sporades du Sud vont très tôt, dès le début du 19e, chercher à étendre leur zone de pêche. Ils vont jusqu'en Chypre, Syrie, puis ensuite en Libye, en Égypte, en Libye et jusqu'en Tunisie. Il en est de même pour les Grecs qui s'étendent. On voit également ici que le bassin ouest est peu fréquenté. Pourtant, il y a des éponges de bain, mais il y a quand même quelques tentatives au début du XXe siècle. Ces tentatives ne durent pas longtemps. C'est des campagnes de pêche qui vont durer 1 ou 2 années. Apparemment, ce n'est pas suffisamment rentable, la pêche là-bas, comparé en tout cas à la pêche que peuvent faire les Grecs sur les côtes tunisiennes ou les côtes libyennes. Donc là, très clairement, on a, si on veut résumer la situation, on a des zones de pêche. Voici les zones de pêche que l'on a entre 1890 et 1980 à peu près. Essentiellement dans le bassin oriental de la Méditerranée et au nord-est de l'Adriatique, comme on le voit sur cette carte. Et puis, dès qu'on passe vers les années 2000, on a une carte assez différente. Vous voyez ici en vert les zones qui sont pêchées en éponge et en rouge les zones qui étaient anciennement pêchées qui ne le sont plus. Donc on a une grande perte de la zone de pêche à l'échelle de la Méditerranée, une grande diminution. Principalement, les zones de pêche après 2000, c'est autour de la Turquie, de la Croatie et de la Grèce. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1986-87, il y a une épizootie, une sorte de maladie des éponges, qui provoque une mortalité massive de toutes les éponges de bain, jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et ce, comme vous voyez sur cette carte en bas, dans tout le bassin sud-est de la Méditerranée. Au moment où il y a eu des études qui ont été faites, un peu après, il y a eu des études qui ont été faites en 90, et à ce moment-là, on commence à indiquer qu'il y a un lien entre les épizooties et la température de la mer. Que s'est-il passé après 86? Certaines populations se sont reconstituées, du moins partiellement. C'est le cas des populations d'éponges autour de la Tunisie, autour de la Croatie ou du sud de la Grèce. Mais par contre, il y a des endroits où il y a beaucoup moins d'informations. En Libye, à l'ouest de la Libye, nous avons de l'information datant de 2010 environ par les pêcheurs tunisiens et grecs, où on sait qu'il y a encore un petit peu de l'éponge dans ce secteur-là. Mais par contre, la pêche
n'existe a priori plus et on n'a pas d'informations sur l'état des populations d'éponges en Libye. C'est un petit peu la même chose en Égypte, où la pêche s'est arrêtée, mais on n'a aucune information récente sur l'état des populations. Par contre, dans le sud de la Turquie, comme vous voyez ici, là, sud de la Turquie, Chypre et la région libano-syrienne, les publications récentes qui font état, qui recensent les différentes espèces d'éponges, ne font plus état d'éponges de bain. Il n'y en a plus dans tout ce secteur. Nous sommes allés aussi voir de nous-mêmes à Chypre, et c'est le cas, il n'y a plus d'éponges de bain dans tout ce secteur. Visiblement, les conditions environnementales qui existent depuis 1986 dans cette région ne permettent pas à la population d'éponges de se rétablir. Il faut savoir que dans cette région, d'après les publications récentes, cette région est la région qui subit une hausse de température, parmi les régions qui subissent le plus de hausse de température. Mais on n'en sait pas plus. En tout cas, il n'y a plus d'éponges de bain, ça c'est certain. Pourtant, dans ces régions, comme dans la région libano-syrienne, c'était un endroit où on avait de l'éponge. Les gens venaient de loin, des sporades du Sud, pour venir pêcher. Il y avait des locaux qui pêchaient. Ici, vous avez un extrait d'Henrik 1836 qui décrit un petit peu la pêche et l'arrivée des gens. Et les 3 espèces d'éponges que l'on voit, j'espère qu'il ne va pas m'éteindre. Qu'en est-il de la production d'éponges? Si l'on regarde ici, vous avez un graphique de production cumulée d'éponges de 1850 jusqu'à nos jours. C'est exprimé en tonnes et par année. En bleu clair, vous allez avoir la production des sporades du Sud. En bleu, celle de la Grèce. Et en rouge, celle de la Tunisie. Alors, comme je vous ai dit, les sporades du Sud, elles sont bien identifiées différemment puisqu'elles appartenaient à l'Empire ottoman. Mais après-guerre, elles ne deviennent grecques en fait qu'après-guerre ici. Donc c'est pour ça qu'on ne voit plus du bleu clair. Mais vous remarquerez également qu'il n'y a pas de bleu clair ici. Ça, c'est dû au fait que, par manque de données. C'est des données que je n'ai pas réussi à récupérer. En ce qui concerne la Tunisie, vous voyez que ça commence en 1883 par là. C'est simplement parce que c'est la période où c'est la période où c'est un protectorat français, la Tunisie, et donc on a des données qui sont plus disponibles. Vous vous rappelez que les pays européens sont en demande d'éponges pour l'industrie, en particulier pour leur civilisation hippomobile, dès le début du XIXe siècle. Les premiers à pouvoir y répondre sont les pêcheurs des sporades du Sud, parce qu'ils utilisent une technique d'apnée qui leur permet d'aller jusqu'à 40 mètres et même 60 mètres et plus avec la pierre à plonger maintenant. Ils ont une grande zone de pêche, on l'a vu, ils se sont étendus. Et donc, ils peuvent répondre, ils ont les moyens de répondre à cette demande importante et donc une hausse de la production qu'on voit très tôt. Tandis que la Grèce, qui est en bleu foncé, va pouvoir répondre à cette demande un peu plus tardivement, tout simplement parce qu'elle utilise la technique du kamaki, le trident, et ça permet à ces pêcheurs d'atteindre uniquement des éponges jusqu'à 15 mètres de profondeur. Ils ont donc plus de difficultés à pouvoir répondre à cette demande importante. Il va falloir attendre l'arrivée du scaphandre et de la gangave pour que les Grecs puissent, à leur tour, pouvoir répondre à cette demande et augmenter leur production. On atteint un pic de production fin du 19e, et puis on voit que ça chute. Alors c'est vrai que c'est des graphiques de production cumulée, donc ce n'est pas très évident, mais on voit que majoritairement la chute qui est ici, elle est due à une chute de la production grecque. Ceci est dû entre autres, à un contexte économique défavorable. En 1880, ce sont les pays européens qui sont en crise économique. En 1890, c'est la Grèce. Et donc, le produit s'exporte mal et surtout, les Grecs ont des grandes campagnes maintenant avec des scaphandres ils partent 6 mois loin. Ça coûte très cher. Il faut des financeurs.
Et quand on est dans un contexte économique qui est défavorable, eh bien, on a du mal à trouver des financeurs. Donc il y a beaucoup moins de campagnes de bateaux qui partent et par conséquent, la production s'en ressent. On voit très clairement l'impact des deux guerres, en particulier de la Seconde Guerre mondiale. Et il ne s'agit pas d'un manque de données dans ce cas-là. Simplement, c'est le théâtre de la guerre, la Seconde Guerre, la Méditerranée, et la pêche est tout simplement impossible. Alors, je vais passer donc à une deuxième pic de production après-guerre que nous reverrons ensuite. Et on voit très clairement ici une chute dramatique. Et ça, c'est l'effet de la maladie de 1986. Les deux pays ressentent très fortement cette maladie. Il n'y a plus d'éponge. Tout simplement, il n'y a plus d'éponge. Et ça met longtemps à revenir. Et ça ne revient pas, évidemment, comme ça l'était avant. Alors, des maladies, donc des épizooties, il y en a déjà eu avant. On en voit dans les archives, en effet, ils y font référence, mais elles sont très localisées. Elles ont un taux de mortalité qui est plus faible que ce qu'on a pu voir. 86 est la première maladie épizootie où on la voit sur la courbe de production. Les autres, on ne les voit pas sur les courbes de production. Et à partir de 86, il y a eu toute une série d'épizooties et une fréquence importante et des effets importants de ces épizooties sur les éponges. Ici, vous voyez en noir la courbe des anomalies thermiques ici. Bon, simplement, on constate que cette augmentation de la fréquentation des maladies correspond à un moment où on a de plus en plus d'anomalies positives, c'est-à-dire un réchauffement de la surface de la mer. Alors, avant 86, on voit qu'il y a une diminution. La diminution, là aussi, elle est due principalement à la production grecque. On va donc regarder d'un peu plus près ce qui se passe en Grèce. Cette courbe est la courbe de production d'éponges pour chaque année en Grèce. Elle est en noir. Et ce qui est en rose, c'est le nombre d'embarcations de pêche des éponges. C'est exprimé en tonnes. Les petites étoiles que vous voyez ici, au bout, sont en fait les productions qui sont issues que des eaux grecques. Parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grèce a encore accès à la Libye, à la Tunisie, et donc va rapporter ces éponges. Elles font partie de sa production. Vous voyez qu'on commence, la pêche reprend après-guerre de manière intensive. On est à 160 tonnes par an d'éponges, pour la Grèce simplement. C'est en fait un contexte très favorable pour la pêche des éponges, puisque les sporades du Sud sont intégrés à la Grèce, donc la flotte augmente et l'effort de pêche est augmenté considérablement. Par ailleurs, les éponges n'ont pas été pêchées pendant 5 ans, donc ils ont pu se développer davantage. La banque agricole grecque va prêter de l'argent, c'est nouveau, elle prête de l'argent pour les campagnes à un taux très faible, comparé à avant. Et également, les pêcheries de Floride, les pêcheries d'éponges de Floride ont subi une grande épizootie. Il n'y a plus d'éponges américaines. Le marché américain se tourne de nouveau vers la Méditerranée et il y a une très forte demande. Donc c'est pour ces raisons qu'on commence avec une production qui est quand même très très importante, de l'ordre de 160 tonnes. Mais on voit que ça descend très rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'on voit, à quoi est due cette chute ? Elle est due principalement à la réduction de la zone de pêche entre 1947 et 1972. Vous allez voir ici la différence des deux zones de pêche. Avant, ils avaient accès à toute la partie Libye, libano-syrienne et Tunisie. Et progressivement, les pays ont nationalisé leur pêche. Par conséquent, les pêcheurs grecs ne peuvent pêcher quasiment plus qu'en Grèce. Alors ça dure jusqu'en 1972. En 72, à partir de 72, la production, ce qu'on appelle la production d'éponges grecques, elle est issue quasiment que des eaux grecques. Souvent, on évoque l'arrivée de l'éponge synthétique à cette période et son impact. Il s'avère que c'est pas évident. L'impact est quand même, il faut le relativiser, puisque le prix de l'éponge ne descend pas à cette période-là. Et également, dans les années 70, on ne trouve plus de scaphandriers. Les Grecs sont obligés d'embaucher des Turcs
tellement, en fait, les marchés ont anticipé l'arrivée des éponges synthétiques et donc ont diminué les investissements dans les bateaux. Mais le prix est resté haut et par conséquent, il y avait encore une demande importante. Suite à ça, vous voyez la courbe rose qui se décale et donc c'est le nombre d'embarcations qui augmente d'un coup. Ceci est dû à une aide financière de l'État qui provoque ceci et donc on a une augmentation de l'effort de pêche. Quand on a une augmentation de l'effort de pêche, on devrait avoir une augmentation de la production, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est même tendance à diminuer. C'est très clairement une période de surexploitation des éponges grecques à cette période-là. C'est la seule qu'on puisse véritablement mettre en avant. Et en plus, c'est à cette période-là qu'arrive l'épisode aussi de 1986-87, ce qui n'arrange rien, évidemment, et vous voyez la chute de production en 87. Mais l'éponge, comme il n'y en a plus, ça coûte très cher. Et donc, il y a une hausse des prix de l'éponge et ça fait une forme d'appel. De nouveau, les pêcheurs vont quand même retourner essayer de pêcher l'éponge. On le voit ici avec un retour. Mais par contre, la production, elle ne suit pas. Ceci a pour conséquence une chute, vous voyez, en 92, une chute du nombre de bateaux d'une année sur l'autre. C'est dû à des subventions qui ont été mises en place par l'Europe pour casser les bateaux. Et suite à l'année de 91 où la productivité a été vraiment très faible, nombreux ont été les pêcheurs d'éponges qui ont décidé de casser leurs bateaux pour toucher les subventions et pouvoir se tourner vers un autre emploi. Ici, j'ai rajouté une courbe des CPU, donc des captures par unité d'effort. Donc ça représente la productivité. En bleu, c'est par pêcheur et en noir par bateau. Et ici, on reconnaît l'année 1991 qui a été dramatique en productivité et qui a conduit en 1992 beaucoup de pêcheurs à abandonner la pêche et à détruire leurs bateaux. Par contre, vous voyez que depuis 1992, il y a peu de bateaux de pêche d'éponge et la productivité augmente. Elle augmente d'ailleurs et elle est même assez forte. Elle est irrégulière, c'est dû aux épisodes aussi, mais elle est forte. Alors la pêche n'est pas qu'une histoire de chiffres, c'est également une histoire de personnes et de communautés. Pour la suite, je m'appuie sur des documents et des témoignages écrits qu'il y a eu et également sur les entretiens que j'ai pu faire avec des pêcheurs. Donc face à l'augmentation de la demande en éponge au XIXe siècle, il y a eu plusieurs réactions. Il y a une amélioration des techniques, on l'a vu avec la plongée en apnée. C'est le cas ici, vous voyez, de Stathis Kranzis, qui était un pêcheur d'éponge en apnée, qui a été connu, dont les plongées ont été enregistrées. C'est là qu'on sait que ces pêcheurs-là pouvaient descendre jusqu'à 80 mètres. Donc là, c'est clairement un enregistrement militaire qui ne peut pas être mis en cause. Donc il y a une amélioration des techniques. Il y a une introduction du scaphandre pour essayer d'être plus rentable, de pouvoir produire plus, et une adaptation d'engins de pêche. Donc ici, la gangave, parce que je vous ai montré une gangave avant qui était grande, mais les gangaves pouvaient être très petites. Alors, l'amélioration des techniques et l'adaptation, ce sont des choses qu'ont fait les populations de pêcheurs d'éponges eux-mêmes. C'est eux qui ont transformé ces techniques. Par contre, le scaphandre, il a été véritablement introduit, en particulier par les Français et les Anglais, qui étaient fabricants de scaphandres. Les impacts sont importants. Le scaphandre donnait la possibilité de rester longtemps sous l'eau, de récolter de nombreuses éponges et ainsi d'augmenter la productivité. Mais à quel prix? À quel prix? Regardez un peu les chiffres. Le scaphandre n'était pas adapté aux pratiques des pêcheurs. Et il a eu pour conséquence un certain nombre de morts, c'est le moins qu'on puisse dire, de paralysés, dus à des accidents de décompression. Donc 1891, on est 30 ans après l'introduction du scaphandre, on a 80 morts dans l'Esporade du Sud. On se demande pourquoi les pêcheurs y vont, étant donné qu'il y a autant de morts. Mais en fait, il y a des enjeux financiers qui sont importants et tout simplement, ces îles sont surpeuplées, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Les gens sont obligés d'aller à la pêche aux éponges.
Par la suite, même au XXe, on a en 1930 25 morts dans l'Esporade du Sud. En 1965, il y en a encore 6, rien que sur l'île de Kalymnos, une île. Alors oui, il y a eu des adaptations de la pratique pour qu'elle soit moins dangereuse et de la réglementation, mais on voit quand même que c'est encore, ça crée encore beaucoup d'accidents. Alors face à cette mortalité induite par le scaphandre, et au poids économique aussi de ces campagnes spéculatives, parce qu'avec l'arrivée des scaphandres, il y a également eu ce poids important des campagnes de pêche. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on émigre, mais c'est difficile à ces périodes-là, c'est souvent difficile, on n'a pas le choix, ou on peut pas, on essaye tout de même d'échapper à son destin. Soit la façon dont ils ont réagi, les pêcheurs là-bas, c'est de maintenir les techniques traditionnelles. On aurait pu croire qu'étant donné que le scaphandre était si efficace comparé aux autres techniques, que les autres techniques disparaissent. Eh bien non, ici vous avez deux petits diagrammes qui représentent le pourcentage des différentes techniques à Symi, qui est une île d'Esporade du Sud, à différentes périodes. 1894 et 1929, et on voit la diversité des techniques. Elle est maintenue, cette diversité. Et d'autant que le scaphandre ne prend pas tant de place que ça représente 20 ou 30% des bateaux. Donc ce maintien des techniques traditionnelles est dû au fait qu'elles sont moins coûteuses. Alors oui, elles sont moins efficaces, mais elles sont moins coûteuses. On peut les mettre en œuvre plus facilement. Et c'est une forme vraiment d'adaptation. D'un autre côté, on a le scaphandre qui est là. Les scaphandriers peuvent récupérer beaucoup d'éponges, puisqu'ils peuvent rester sous l'eau longtemps. Comment survivent les autres pêcheurs qui utilisent les autres techniques? Alors, ils ne peuvent plus vivre uniquement de ça. Ils n'arrivent pas à pêcher suffisamment d'éponges. On le voit dans de nombreux témoignages. Et donc, ils adoptent une polyvalence des sources de revenus, ou plutôt de recherche de nourriture, de quoi subsister, de faire subsister leur famille. Leur famille n'arrive plus à manger. Et donc, ils maintiennent de l'élevage caprin, du travail dans les champs, etc. Et vraiment une polyvalence pour pouvoir continuer. Pas toutes les communautés ont adopté le scaphandre. Ici, vous avez, vous avez les proportions des différentes techniques, mais selon leur origine. Donc en Tunisie, il y avait bien des scaphandriers, mais c'était des Grecs ou des scaphandriers d'Esporade. Les Tunisiens, eux, n'utilisaient que le kamaki. Il y avait aussi la pêche à pied, qui ne figure pas ici. Mais en dehors de ça, la seule technique utilisée était le kamaki ici. Pourquoi est-ce que... et donc, ce kamaki, il est simple à mettre en œuvre. Et il ne coûte pas grand-chose. Et c'est ce qui a permis à la Tunisie de maintenir une production importante en éponge durant près de 70 ans. C'est l'utilisation de cette technique, d'abord, qui était simple à mettre en œuvre, et également le fait que les pêcheurs d'éponges tunisiens pratiquaient d'autres pêches durant l'année. Ils ont une assise économique qui est beaucoup plus importante, qui a été beaucoup plus conséquente, et qui leur a permis aussi de faire face à d'autres situations difficiles, face à la réduction de la ressource de 1986. En Tunisie, cette diversité de pratiques et de cibles leur a permis de vivre sans éponge pendant quelques années avant qu'elles reviennent. Ils ont quand même développé depuis 1986 le narguilé qui leur permet de plonger plus profondément et donc d'atteindre des éponges qui sont moins affectées par les épizooties. En Grèce, suite à cet épizootie de 1986, il y a une réduction de l'équipage. On voit très clairement qu'ils cherchent à réduire les frais des campagnes de pêche et une diversification des cibles qu'il n'y avait pas avant. Avant, quand il s'agissait de pêcheurs d'éponges, ils pêchaient des éponges. Maintenant, le pêcheur d'éponges, il pêche aussi des holoturies, généralement, par exemple, ou d'autres cibles. Donc, et tous les deux cherchent à élargir leur zone de pêche dès que l'occasion se présente, ce qui n'est plus très facile. Donc, en conclusion, la production entre 1850 et 1940 en Tunisie a été relativement stable.
a été assez stable depuis 1883 où on a de la donnée. Ceci est dû aux pratiques à faible investissement et évidemment au protectorat qui va aider à écouler et à vendre les éponges. Tandis que la Grèce, elle a une variation de la production qui est quand même assez importante. Et c'est dû, entre autres, aux conséquences de l'arrivée du scaphandre. Avec des pratiques qui sont spéculatives, on va faire des grandes campagnes qui coûtent cher, qui sont dépendantes de l'économie, et donc en situation économique mauvaise, eh bien, on ne peut plus partir. Entre 1947 et 1986, donc après-guerre, avant la maladie, la Tunisie va montrer, à partir de 1960, une très faible diminution, passant grosso modo d'une centaine de tonnes à 65 tonnes. En Grèce, la diminution est bien plus importante. On passe de 160 tonnes à 40 tonnes. Mais comme on a vu, c'est principalement dû à une réduction de la zone de pêche. Par la suite, il y a une réduction qui continue, qui est moins importante, entre 73 et 86, et qui est due à la surexploitation des éponges en Grèce. Après 1986, en Grèce, la surexploitation et les épizooties ont diminué la ressource, clairement. Il y a une destruction des navires et donc un fort abandon du métier. En Tunisie, il y a eu également l'épizootie de 86, il y a une diminution de la ressource, mais il s'appuie sur leur autre pêche. Et sur les épizooties plus récentes, c'est le même système, on voit la même chose. Ils s'appuient sur leur pêche au poulpe ou sur leur pêche au poisson qu'ils pratiquent à côté. Et donc il y a un maintien de la pêche aux éponges. Quand les éponges sont de retour, les pêcheurs sont de retour, les pêcheurs tunisiens. En Turquie, Chypre, Syrie et Liban, suite à l'épizootie, il y a une disparition de la ressource et donc un arrêt des pêches. Là, c'est clair et c'est net. En Croatie, l'épizootie n'a pas tant affecté les populations d'éponges et par conséquent, il y a un maintien de la pêche aux éponges en Croatie. Donc actuellement, on est dans cette configuration-là. La Croatie qui a une population qui se maintient, d'éponges qui se maintient bien. La Tunisie, il y a un maintien des petites pêches, hein, on n'est pas dans du gros industriel. Il y a une multiplicité des cibles et des pratiques, ce qui permet à la pêcherie de tenir. Et en Grèce, il y a un faible nombre de pêcheurs, maintenant il faut le dire. Par contre, les CPUE, donc la productivité, les kilos par bateau, sont assez importants. Donc ça permet quand même, la pêche aux éponges permet de gagner sa vie. Et il y a une diversification malgré tout des cibles dues à aux fréquentes épizooties qui font que d'une année sur l'autre, on peut ne plus avoir d'éponges. Alors si on va vers des préconisations ou des propositions pour une gestion durable des pêches aux petits métiers en Méditerranée, il y a une nécessité d'aller vers une approche, à mon sens, socio-écologique et de prendre en compte les composantes environnementales, biologiques, sociales à l'échelle régionale pour mieux gérer les interactions et dépendances en vue d'une meilleure gestion des pêches aux petits métiers en Méditerranée. Il s'agit de réduire la vulnérabilité des pêcheurs, des communautés, en encourageant la polyvalence des pratiques, en maintenant des techniques qui sont adaptées, déjà utilisées. Également, il faut encourager la diversité des cibles, aussi bien pour les pêcheurs que pour la ressource. Ça met moins de pression sur les différentes ressources. Il est important de travailler à l'échelle éco-régionale, à mon sens, et non pas forcément à l'échelle méditerranéenne, qui est déjà une grande échelle, une petite échelle, je ne sais plus. Amélioration, et clairement il faut une amélioration des suivis. Avant toute chose, c'est ce qu'il faudrait. En Grèce, le suivi, on ne sait même pas quelle espèce d'éponges sont pêchées et à quelle proportion. Alors, moi, je peux avoir une idée parce que je vais discuter avec les pêcheurs, mais ce n'est pas quelque chose qui est enregistré. Et le tonnage qui est sorti est un petit peu approximatif. Et il est très approximatif en Tunisie. Et en Croatie, par exemple, la Croatie déclare à la FAO un tonnage de 20 tonnes par an d'éponges. Dans ces 20 tonnes, il y a aussi bien du corail rouge que des bivalves, que autre chose. Il ne s'agit pas que d'éponges. Donc là, clairement, il y a un problème dans les suivis.
on voit combien ça peut être important d'avoir la donnée pour pouvoir la travailler ensuite. Donc vraiment, il faut faire un effort sur le suivi. Intégrer davantage les pêcheurs dans la gestion et contrôler, éventuellement trouver le moyen de contrôler le marché, ça serait idéal. Concernant la pêche qui utilise l'air comprimé, ça serait intéressant de gérer au travers de la technique utilisée et pas uniquement au travers des espèces. Cela permettrait une meilleure transmission de la réglementation parce qu'on a vu ces pêcheurs qui utilisent l'air comprimé vont pêcher le loturie, vont pêcher l'éponge, vont pêcher le corail rouge, je sais. Et il s'agit souvent des mêmes pêcheurs. Donc, en gérant à travers la technique, ça permettrait une meilleure transmission de la réglementation, un suivi et gestion des espèces qui serait plus facile, et une gestion qui serait plus réactive aussi. On est dans une période où il faut être réactif. Il y a beaucoup de changements, les demandes du marché changent, et il faut pouvoir réagir. Et une prise en compte, ça permettrait également une prise en compte des pêcheurs. Une approche interdisciplinaire, comme on a eu ici, entre histoire et écologie, permet vraiment d'avoir un recul sur l'évolution des populations d'espèces, de mieux cerner les facteurs de variation et de souligner l'importance des changements environnementaux, comme dans ce cas. Elle pourrait être appliquée aux pêcheurs d'éponges de Cuba et de Floride, par exemple, puisque Floride a connu des maladies, des épizooties dès le 19e siècle. Ils ont beaucoup plus de recul que nous sur l'impact que ça a sur les populations d'éponges et sur les communautés de pêcheurs d'éponges. Cuba est sous un régime politique très différent, donc ça vaudrait le coup de voir comment la gestion qui est effectuée à Cuba est mieux ou pas par rapport à ce qui est fait ici. Et puis ça pourrait être appliqué à d'autres pêcheries, comme je pense à la pêcherie d'anguilles, parce que c'est dans des milieux qui sont impactés. L'anguille se développe et est pêchée dans les milieux qui sont souvent impactés par l'homme. C'est une pêche comestible, donc différente de l'éponge, et qui a été beaucoup exportée. Donc il doit avoir de la documentation derrière, parce qu'évidemment, pour avoir ce genre d'approche, il faut avoir de la documentation derrière. Voilà. Merci beaucoup à vous.